À pied d'œuvre, le podcast qui réconcilie les arts et les sciences. Entre clins d'œil, jeux de miroir et de cache-cache, arts et sciences n'ont de cesse de se chercher et de se perdre pour mieux se retrouver. Tous les mois, je vous invite à partir à la découverte des accomplissements de ce drôle de couple qui, lorsqu'il se comprend, transcende la réalité. Un podcast de Moonji, réseau de sociétés de conseil pour les métiers de l'ingénierie et du digital. Bonne écoute! J'ai voulu concevoir un instrument qui créerait un son sans utiliser aucune énergie mécanique, comme un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre ne fait que bouger ses mains et pourtant, ses mouvements ont un effet sur l'art de la musique. Léon Thérémine. Nous avons souvent tendance à oublier que nous devons la musique moderne à des ingénieurs autant qu'à des artistes. Aujourd'hui, je vous invite à partir à la découverte d'un instrument de musique dont les sonorités sont tout aussi étonnantes que son nom, son apparence et son histoire, le thérémine. Vous pensez peut-être ne jamais l'avoir entendu de votre vie. Et pourtant, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Cet instrument est en effet assez répandu dans les bandes originales de films d'horreur ou de science-fiction. On l'entend par exemple dans Mars Attack de Tim Burton ou dans des classiques du genre comme 24 heures chez les Martiens de Kurt Newman ou Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise. Outre son emploi dans les films de science-fiction, on a également pu l'entendre dans des drames romantiques ou des films noirs comme La maison du Dr Edwards d'Alfred Hitchcock ou Le poison de Billy Wilder, et ce dès 1945. Tendez l'oreille et vous pourrez même l'entendre dans les titres Whole Lotta of Love de Led Zeppelin ou 2000 Light Years from Home des Rolling Stones. La première chose qui nous frappe lorsque l'on voit un thérémine, le fait que son musicien ne touche absolument rien quand il en joue. Ses mains se déplacent dans l'air au-dessus de lui, réalisant des mouvements semblables à des vagues pour produire une mélodie. Il faut imaginer une espèce de boîtier, comme un synthétiseur, avec deux antennes qui sont flanquées dessus. À droite, on a une antenne qui est verticale et qui permet de contrôler la hauteur du son. Donc autrement dit, plus on est proche de l'antenne, plus le son émis va être aigu. Et plus on s'en éloigne, plus c'est grave. À gauche, on a le contrôle du volume. Donc si j'approche ma main de cette antenne de volume, il n'y a pas de son, c'est complètement silencieux. Et au fur et à mesure que je m'en éloigne, et ben voilà, le volume du son est de plus en plus fort. Donc on a vraiment juste ces deux paramètres qui sont, j'ai envie de dire, les paramètres de base du son, une fréquence, la hauteur de la note, et une amplitude, le volume, et rien de plus. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Grégoire Blanc. Né en 1996, Grégoire est l'un des rares joueurs de thérémine professionnels. Il est en quelque sorte l'invité idéal pour ce podcast puisque, même s'il a choisi de faire de la musique son métier, il est également ingénieur, récemment diplômé de l'École nationale supérieure d'art et métiers. L'histoire de cet instrument, fraîchement centenaire car créé en 1920, est tout aussi intrigante que l'instrument lui-même. Il porte le nom de son inventeur, Léon Thérémine, un ingénieur et violoncelliste russe. À l'époque, le chercheur travaille dans un institut de physique à Saint-Pétersbourg où il étudie la densité des gaz dans une pièce fermée. Mais son appareil de mesure n'était pas tout à fait au point. Il se rendit compte que, plus que de réagir à la densité des gaz, il réagissait surtout à la position de son corps et produisait un drôle de son lorsqu'il s'en approchait ou s'en éloignait. Nul ne sait si cet effet était voulu ou non. Toujours est-il qu'il a développé une première version de l'instrument où il contrôlait vraiment juste la hauteur du son. Quand il s'approchait, c'était plus aigu. Quand il s'éloignait, c'était plus grave. Ça a fait le tour de l'institut de recherche. Le professeur Thérémine fait de la musique avec un voltmètre, c'est incroyable. Et il a développé son instrument et il a donc ajouté une antenne de volume. Avec la même idée, il s'est dit, c'est super, j'ai un système de contrôle à distance, il faut que le contrôle du volume, qui est aussi important, se fasse à distance aussi, et je vais pas mettre un bouton ou un truc. Et donc l'autre antenne, il l'a imaginé à la manière d'un chef d'orchestre, qui dirait à ses musiciens de jouer plus fort en levant la main. C'est donc par l'expérimentation, l'amour de la musique et la magie de l'électromagnétisme qu'est né le thérémine. En opposition au violoncelle, qui demande d'écraser ses doigts sur les cordes, Thérémine avait créé un moyen de produire de la musique à distance. Léon Thérémine, en plus d'être un grand scientifique, c'était un musicien amateur, mais je crois de très bon niveau, violoncelliste. Et il a vraiment eu cette approche de musicien quand il a imaginé son instrument. Au départ, c'était juste une découverte, purement scientifique. Mais voilà, la manière dont il a agencé l'instrument, c'était vraiment une démarche de musicien. Il dévoile son invention lors d'une grande foire en 1922,
époque durant laquelle la Russie est fascinée par l'électricité. Les retombées sont telles que l'ingénieur est invité par un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Ce dernier, très séduit par l'objet, demande à Térémine de partir la promouvoir au-delà des frontières nationales. C'est ainsi que, dès 1927, l'ingénieur musicien part en tournée dans toute l'Europe, puis aux États-Unis. Alors qu'il ne devait y rester que quelques semaines, il y restera finalement 11 ans. Dès son arrivée, il performe avec l'Orchestre Philharmonique de New York, dépose ensuite une demande de brevet et accorde les droits de commercialisation de son instrument à une compagnie américaine. Sa renommée lui permet d'intégrer progressivement la haute société. Il fréquente alors des généraux, des hommes politiques et des clubs de millionnaires, ce qui ne manque pas d'attirer l'attention du KGB, les services de renseignement soviétiques. Il lui demande d'espionner pour son pays, ce que Térémine fera pendant plusieurs années. Passé l'effet de nouveauté, il peine toutefois à populariser son invention. Il se retrouve face à des difficultés financières et sa couverture est en péril. Il finit par rentrer précipitamment en URSS, si précipitamment que sa femme croit à un kidnapping. À cette époque, Staline emprisonnait tous les grands penseurs et scientifiques. Au cours d'un faux procès, Térémine est reconnu coupable de propagande anti-soviétique et condamné au goulag. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, il est envoyé dans une prison munie de laboratoires pour participer à l'effort de guerre. Il rejoint ensuite le KGB sans que l'on sache si ce fut de gré ou de force. Aux États-Unis, personne ne sut ce que Térémine était devenu, à tel point qu'un journal annonce son décès quelque temps après son départ. Le térémine est aujourd'hui considéré comme l'un des premiers instruments de musique électronique au monde. Il a ouvert la voie à la musique numérique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Comme beaucoup de belles rencontres, celle de Grégoire avec ce qui deviendra son instrument de prédilection s'est faite par hasard. C'était effectivement par hasard un cours de physique au lycée. Pour être plus précis, on visitait un accélérateur de particules. Et, et bon, voilà, dans le parcours didactique pour les jeunes lycéens, il y avait plusieurs salles pédagogiques et un térémine qui traînait au fond. Voilà. Et c'était un peu intriguant. Le type qui nous fait la visite nous dit « Ah oui, ça c'est un instrument de musique. » Bon, très bien. Et j'avais même pas le nom de cet instrument, ça m'intriguait. Quand je suis rentré chez moi, j'ai tapé bêtement sur Google « instrument bizarre avec 2 antennes ». Sa curiosité était définitivement piquée. Il se passionne pour son histoire, attiré aussi par la rareté et l'originalité de l'instrument. Avec une oreille musicale déjà formée, il achète bientôt son premier térémine. Je faisais du violoncelle, je faisais beaucoup de violoncelle. Il y a quand même un lien au niveau de la technique, au niveau de l'approche. Et j'ai eu envie d'essayer, surtout que c'est le térémine, on en trouve en fait dans n'importe quel magasin de musique. Bon, enfin, ça reste un marché de niche, mais ça existe, c'est fabriqué industriellement aux États-Unis. Et donc j'ai pu acheter un instrument assez simple pour commencer. Et puis j'aurais pas imaginé, mais aujourd'hui c'est plus ou moins mon métier. Un métier qui n'est pratiqué que par une quinzaine de musiciens en Europe. Comment l'expliquer ? Le térémine demande une extrême précision puisque son musicien ne peut compter que sur son sens personnel pour guider son jeu. Il demande donc une approche intuitive, instinctive. L'instrument de musique, c'est le musicien dans le cas du térémine parce que c'est vraiment les mouvements du corps qui sculptent le son directement. On n'a aucune interface et ça, c'est vraiment un truc que je trouve unique. Quand on joue du piano, entre le musicien et le son, il y a une mécanique complexe. Il y a les touches, il y a tout le système de levier, de marteau qui frappe les cordes. Il y a toujours un obstacle entre le musicien et le son qu'il émet. Dans le térémine, c'est immédiat. Et ça donne finalement une très grande authenticité qui fait même un peu peur parce que c'est difficile d'être précis. C'est bête, mais le simple fait de si je bois trop de café, je peux avoir mes mains qui tremblent un petit peu, on va l'entendre dans le son. Quand je suis stressé, que je joue debout, c'était terrible. Le premier concert que j'ai fait avec un grand orchestre, j'avais les rotules qui tremblaient. C'est un peu curieux, mais voilà, on sent la nervosité dans le son de manière immédiate, quoi. C'est direct. Et c'est un des rares instruments de musique électronique où on a cette expression vraiment profondément humaine qu'on n'a pas avec un synthétiseur, par exemple, qui va être plutôt programmé, où on déclenche les événements vous voyez, un musicien électronique aujourd'hui avec des pads ou un clavier, quand il appuie sur un truc, il va déclencher une séquence
d'événements qu'il a programmés. Mais on n'a pas cette approche du musicien qui forge un son comme on a avec les instruments classiques. Et le thérémine, c'est un peu une exception. Petit à petit, Grégoire intensifie sa pratique. Encore adolescent, il démontre déjà une très bonne maîtrise de l'instrument et se met à publier des vidéos sur YouTube. Il est bientôt repéré par des internautes et se voit proposer toutes sortes de collaborations, des concerts ou des conférences. En parallèle, il poursuit un master en recherche acoustique appliquée à la musique. Pour son stage, il quitte la France, direction Montréal au Canada, une ville à la scène musicale particulièrement libre et développée. C'est le déclic et Grégoire se lance dans une carrière professionnelle en septembre 2019, quelques mois avant le début de la pandémie. Quand on lui demande ce qui le passionne dans le thérémine, les raisons sont nombreuses, mais il insiste notamment sur la grande liberté qu'il offre aux musiciens qui en jouent. Comme il n'y a pas vraiment de règles à ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire avec l'instrument, il y a plein d'approches qui coexistent. Donc moi, c'est vrai, je viens plutôt de l'approche classique, parce que j'étais musicien classique et parce que je m'inspire aussi de juste des idées de Léon Thérémine, qui lui aussi était musicien classique. Il a tout de suite transposé son répertoire du violoncelle à l'instrument. Et ce qui est dingue, c'est qu'il est encore futuriste aujourd'hui. Enfin, quand on le présente, l'instrument a 100 ans, mais c'est encore un truc du futur. Il n'y a pas de répertoire propre, il y a quelques compositeurs qui s'y sont intéressés, mais on peut l'amener partout. Et en effet, malgré son caractère confidentiel, on retrouve le thérémine dans divers lieux au cours du XXe siècle, et notamment à Hollywood, où il connaît son moment de gloire. Il y est notamment utilisé dès 1945 dans Spellbound, ou La Maison du Docteur Edwards en français, un film d'Alfred Hitchcock. Il contribue d'ailleurs au succès du théréministe Samuel Hoffman et du compositeur Miklos Rozsa, qui remporte l'Oscar de la meilleure musique de film. Ce morceau est cher au cœur de Grégoire, qui a d'ailleurs une belle histoire à nous raconter à son sujet. Ça fait un peu partie des grands classiques du thérémine, parce que c'est quand même super chouette à jouer aussi. Et ça se prête bien à être joué avec orchestre. Ça a vraiment été écrit pour l'instrument. On n'est pas obligé, pour une fois, de faire une transcription, de piquer un morceau dédié à un autre instrument. J'avais eu la grande chance, quand j'étais au Canada, de rencontrer Peter Pringle. C'est un personnage très haut en couleur. Il était chanteur à succès dans les années 80. On le connaît aussi parce qu'il a plus ou moins lancé Céline Dion à l'époque où il était animateur télévision là-bas. Et il a décidé à la fin des années 80 de prendre une retraite, de partir avec l'argent qu'il a gagné et de faire la musique qu'il avait envie de faire pour lui. Il collectionne plein d'instruments de musique incroyables et il a eu la gentillesse de m'accueillir dans son incroyable studio perdu au fin fond du Québec. Et parmi sa collection d'instruments de musique, il possède donc le thérémine original que Samuel Hoffman utilisait à Hollywood, unique, vraiment un modèle unique. Et il m'a donné cette chance de pouvoir rejouer la musique de Spellbound sur le thérémine avec lequel ça avait été enregistré. On peut peut-être écouter un extrait. Après Spellbound, le thérémine sera utilisé dans d'autres productions, comme Le jour où la Terre s'arrêta, lorsque l'on voudra donner une atmosphère mystique à une production cinématographique. L'instrument parvient ensuite à se faire un chemin dans le monde musical au-delà du classique et intègre des groupes de légende comme Led Zeppelin ou les Rolling Stones. Un ersatz de thérémine aura même droit à son solo dans le célébrissime Good Vibrations des Beach Boys, qui tenait absolument à ce qu'il soit présent, malgré les réticences de leur studio de production. Après ces coups de projecteur, l'instrument disparaît progressivement des radars. Cantonné à son image de gadget destiné à produire des sons mystérieux et inquiétants pour le cinéma, il était considéré comme trop difficile à jouer et s'est vu éclipsé par l'apparition du synthétiseur. Mais malgré le triomphe de la musique électronique telle qu'on la connaît aujourd'hui, des contemporains l'utilisent encore, en musique bien sûr, avec des artistes comme Mézergue, Rhône ou La Femme, mais aussi dans le spectacle vivant. Le thérémine n'a donc pas dit son dernier mot, et c'est grâce à de jeunes artistes comme Grégoire Blanc que nous continuerons de l'entendre décliner dans de nombreux registres, du classique à la musique de film en passant par l'expérimental ou la techno. Un grand merci à lui de m'avoir accordé du temps entre deux concerts. À pied d'œuvre épisode 4, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le portrait d'une personnalité tout autant artiste que scientifique, une personnalité qui a laissé son empreinte sur l'architecture d'une ville entière. Ce podcast vous est proposé par Moonji, réseau de sociétés de conseil pour les métiers de l'ingénierie et du digital.
Il est écrit et réalisé par Aparté Studio et le studio Le Son de l'Encre. À bientôt!